Tu sais, on a des enfants, il y en a qui ne sont pas très intelligents. On prie Dieu pour qu'il arrive jusqu'au secondaire 5. Les orienteurs qui ne sont pas de notre culture vont vouloir nous montrer que chez eux, on fait comme ça. Parce qu'on en voit beaucoup des gens qui ont des doubles vies. Mes parents ont voulu que je devienne ingénieur, mais du côté, par exemple, je travaille au 281 là, le soir. Ici, le secondaire 5 ne te permettra pas de t'épanouir dans la vie, d'avoir une position dans la société. Et on te dit, voilà, vole de tes propres ailes, sans m'avoir préparé à devenir cet adulte-là, à prendre des décisions pour ma vie. J'assume mes mots. Il ne faut pas que nous perdions de vue l'aspect raciste qui existe dans le traitement de nos enfants et dans les manières de faire. Bonjour à tous et bienvenue à notre tout premier épisode Bokota Real Talk, votre émission de débat où on vous amène les sujets les plus controversés de la communauté congolaise à Montréal. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qui a fait vachement parler sur ma propre chaîne YouTube avec Rachel Chakamay, où on a parlé de parcours scolaire, de la carrière et surtout de l'implication des parents congolais dans le parcours scolaire de leurs enfants. On va vous laisser sur quelques images afin de vous remettre un peu dans le bain. On y va, Nigeria, Ghana, ils sont reconnus, tu deviens ingénieur, tu deviens médecin, puis il n'y a rien d'autre. Tu vas chez les Congolais, les Congolais, puis ils vont dire, si tu finis le secondaire, moi je suis content, tu vois. Donc aujourd'hui, nous avons Nelson Kazadi, Rachel Chakamay, Miv et Tonton Flavien. Donc pour revenir sur le sujet, j'aimerais vous entendre à savoir quelle est votre opinion par rapport à ça. Est-ce que réellement les parents congolais sont satisfaits avec un secondaire 5? Est-ce qu'ils sont impliqués, ils sont assez impliqués, ou est-ce que c'est le problème des jeunes congolais, est-ce qu'ils ne visent pas assez loin? Donc on va commencer par Miv, on va vous écouter par rapport à ça. Nous sommes habitués à viser loin, à étudier. Et non seulement on a été formés comme ça, mais on croit beaucoup aux hautes études. On sait que ça forme et puis on aimerait que nos enfants fassent ce chemin, mais sinon plus. Donc les parents congolais ne peuvent pas se contenter d'un secondaire 5. Maintenant, pour les enfants, généralement, quand on a affaire à un enfant qui écoute, cet enfant qui est habitué aussi à dialoguer avec les parents, il va saisir justement ce côté du parent qui veut le bien de l'enfant pour qu'il obtienne plus que ça. Le secondaire 5 ne suffit pas à l'enfant pour qu'il puisse voler sur ses propres ailes, pour qu'il soit solide. Alors les études, au-delà du secondaire 5, vont permettre à l'enfant d'être beaucoup plus assis et d'être beaucoup plus préparé dans la vie qu'il va affronter. Mais il y a aussi des enfants qui n'écoutent pas toujours. Ça, on doit le reconnaître. Comme dans cette société québécoise, les études ne sont pas trop valorisées. Il y a des jeunes qui vont s'arrêter au secondaire 5 et puis qui vont commencer à travailler. Parfois, nos enfants congolais vont aussi emboîter ce pas, vont suivre ce modèle sans écouter forcément les parents. Or, les parents congolais ont déjà un background, ont déjà une préparation. À partir du pays, ils savent que ça ne suffit pas. C'est ce qui fait qu'ils entrent un peu en conflit avec les enfants qui naissent ou qui grandissent ici. Le conflit va demeurer un peu à ce niveau-là-bas. Mais l'idéal pour les parents congolais, c'est de montrer à l'enfant d'aller au-delà des études de secondaire 5. On va maintenant écouter Nelson. Non, mais pour moi, au fait, un secondaire 5, même personnellement, je trouve que c'est limité dans la vie. Il faut regarder loin. C'est pas nécessairement par rapport à ce que mes parents m'ont appris, mais même moi, individuellement, disons que j'étais un enfant orphelin, je ne me limiterai pas à un secondaire 5. Donc, ce n'est pas par rapport à ce que mes parents pensent, mais c'est par rapport à mes aspirations personnelles, par rapport à ce que je vois dans mon futur à moi. Je trouve qu'un secondaire 5, bien sûr que je peux travailler ici au Canada avec un secondaire 5, mais je serai limité à un moment donné. Disons, un parent qui aime son enfant voudra que son enfant aille le plus loin possible dans les études. Et dans la communauté qu'on est, ou bien dans le pays où qu'on est ici, le secondaire 5 ne te permettra pas de t'épanouir dans la vie, d'avoir une position dans la société. Donc pour moi, un parent qui aime son enfant devrait pousser son enfant dans quelque domaine que ce soit, de vouloir toujours atteindre le sommet dans tout ce qu'il fait, notamment dans les études,
pas nécessairement s'arrêter au secondaire 5, mais d'espérer aller le plus loin possible. Donc, pour toi, tu dis que ça n'a rien à voir avec tes parents, c'est vraiment toi en tant que personne. Si tu as envie d'aller chercher plus, tu vas aller chercher plus. Si tu as envie de te limiter à ça, ça sera un choix personnel au final. Exactement. Il faut toujours chercher à évoluer dans sa vie, en fait. Parfait, c'est bon, merci. Donc, maintenant, on va écouter tonton Flavien. Quelle est votre opinion par rapport à ça? Merci, Mouchia. Bon, mon opinion, je vais juste prendre les deux, parce que tu as dit, c'est limité au secondaire 5, et si les parents s'impliquent. Aucun parent ne peut dire à son fils, limite-toi au secondaire 5. À moins que le fils soit, tu sais, on a des enfants, il y en a qui ne sont pas très intelligents. On prie Dieu pour qu'il arrive juste au secondaire 5. Ça, c'est autre chose. Chaque parent connaît son fils, sa fille. Alors, on ne peut pas forcer quelqu'un qui ne peut pas aller plus que ça. Mais si tu vois que ton enfant est intelligent, tu vas le pousser, lui donner les outils et pour qu'il aille loin. L'implication des parents, les parents sont... Il y en a qui sont impliqués, il y en a qui ne sont pas impliqués. Pourquoi? Peut-être parce qu'on vient dans un autre système d'éducation. Ça, c'est ce que je vais demander peut-être après aux parents congolais, de connaître d'abord le système d'ici. Parce que nous, on vient déjà, moi j'ai déjà fait mon université au Congo, j'inscris mon fils à l'école, pensant que, parce qu'au Congo, nos parents ne nous disaient pas, ne connaissaient même pas le système, parce qu'ils nous envoyaient à l'école faisait tout, c'est les professeurs qui s'occupaient de tout, mais ici, on veut que le parent soit impliqué. Et le professeur sait si les parents étaient impliqués. Si tu n'es pas impliqué, ils ne viendront pas à la maison te dire que tu n'es pas impliqué. Ils vont laisser ton enfant tel quel. Alors, c'est là que... est-ce que les parents ne s'impliquent pas parce qu'ils ne connaissent pas les systèmes? Est-ce que les parents ne s'impliquent pas parce qu'ils ne sont pas intéressés? Là, il y a des questions à se poser. Mais, à mon avis, en tant que parent, j'aimerais que tous les enfants congolais aillent jusqu'au doctorat. Et il y a le moyen. Ici, il y a tous les moyens. Un enfant qui veut aller loin, il peut aller loin. Même en empruntant, il y a des bourses, il y a toutes sortes. Nous-mêmes parents, quand on est venu ici, on est rentré à l'université, on a étudié en élevant nos enfants. On n'a jamais manqué de rien à la maison. Donc ça, je vais dire, ça dépend de la volonté des enfants d'aller plus loin. Il y a aussi la compréhension du système d'éducation ici. Parce que moi, j'ai vu que beaucoup de parents n'ont pas compris le système éducatif d'ici. Alors, comment tu vas orienter ton enfant pour qu'il aille loin si tu n'as pas compris le système? Parce que l'enfant te ramène ce qu'il peut, mais toi, le parent, si tu ne comprends pas pour l'amener loin, il ne va pas aller loin. Donc, si je reviens un peu par rapport à ce que vous avez dit, c'est vraiment une question que les parents puissent comprendre les systèmes, mais que l'enfant aussi ait des buts pour lui-même, ait une vision un peu plus éloignée. Donc, par rapport à ce que Rachel, tu avais apporté, que les Congolais sont satisfaits avec un secondaire 5, ils ne vont pas exiger que les enfants aient un doctorat. Est-ce que tu peux plus approfondir par rapport à ça? Est-ce que c'est basé sur ton expérience personnelle, sur ce que tu as observé dans ton entourage? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, donc moi, c'est plus basé sur ce que j'ai pu constater au sein de la communauté congolaise. Donc, il faut aussi rajouter l'information que là, on parle vraiment du système canadien et beaucoup plus spécifiquement québécois. On ne parle pas du système d'éducation en Afrique ou du système d'éducation en Europe parce que c'est vraiment deux mondes complètement différents. Lorsque je disais que les parents congolais sont satisfaits avec un secondaire 5, il faut apporter la nuance qu'il y a certains parents qui peuvent être satisfaits avec un secondaire 5 parce qu'ils ne connaissent pas nécessairement le système d'éducation au Québec. Eux, ils vont dire, OK, il a eu son secondaire 5, c'était le plus important. Maintenant, il peut sauter dans la vie et ensuite décider s'il va faire soit un AEC, donc une attestation d'études collégiales. Il peut décider d'aller faire le collège, donc diplôme d'études collégiales, ou il peut aller sur le marché du travail, ensuite prendre l'expérience et aller à l'université. Parce qu'ici, à partir de, je pense, 21 ans, quelque chose comme ça, tu peux skipper le cégep et partir à l'université directement. Donc,
La raison pourquoi certains parents qui vont être satisfaits avec ça, c'est parce que c'est vraiment la base nécessaire que tu as besoin pour ensuite voler de tes propres ailes puis aller choisir dans quelle branche tu veux te placer. Donc, c'est vraiment plus ça que je voulais dire. Quand ça en vient à des parents qui, eux, ils ont probablement fait l'université, ils comprennent l'importance de l'université ou mettent beaucoup d'emphase sur l'université, obviously, ils vont encourager leur enfant à vouloir continuer. Donc, là, je pourrais peut-être parler de mon expérience personnelle. Moi, je viens d'une famille où mon père m'a toujours dit à l'université, il faut que tu ailles à l'université. Donc, il m'a toujours encouragé, ça n'a jamais été imposé, mais il m'a toujours encouragé d'aller à l'université et de le dépasser, lui. Donc, il a toujours dit, je veux que mes enfants dépassent qu'est-ce que moi j'ai fait et qu'ils dépassent mes études. Donc, pour moi, c'était l'université straight up, parce que c'est juste ça que j'ai toujours connu. Mais là, quand tu prends un enfant par les mains du primaire au secondaire, tu es sur lui, tu l'aides avec ses devoirs, tu demandes les diplômes, pas les diplômes, les bulletins, etc. Et tu vas dans les rencontres parents-enfants, etc. Et là, tu arrives au cégep où on te considère un adulte, capable de prendre tes propres décisions, et on te dit, voilà, vole de tes propres ailes, sans m'avoir préparé à devenir cet adulte-là, à prendre des décisions pour ma vie. Donc, moi, j'aurais souhaité que mon père s'implique beaucoup plus parce qu'il me faisait trop confiance. Mais il s'impliquait jusqu'à ce que tu arrives à la fin du secondaire. Jusqu'à la fin du secondaire. Parce qu'ensuite, il considérait que j'étais suffisamment mature, suffisamment autonome, suffisamment outillée pour pouvoir prendre mes propres décisions. Donc, comme je disais, des fois, il me dit, je ne me rappelle pas quand est-ce que tu as été un enfant parce que tu as toujours été tellement mature et tellement responsable que j'ai toujours fait confiance aux choix que tu faisais. Alors qu'à ce moment-là, moi, j'avais justement besoin qu'il puisse continuer à m'encadrer pour que je m'assure vraiment de prendre les meilleures décisions. Donc, on grandit en étant super sheltered, comme on dit, contrôlé ou protégé, ou encadré. On grandit super encadré. Là, on arrive en haut de la montagne où maintenant, tu découvres le monde, tu dois prendre ta décision et puis les parents nous disent « Vas-y, mon enfant, tu peux y aller toute seule, vas-y, prends des décisions. » Mais c'est là même que c'est les décisions les plus difficiles de nos vies. C'est là que ça arrive que les gens commencent à « OK, je vais prendre tel programme, oh, finalement, je n'aime pas ce programme-là, j'abandonne, je prends... » Puis on reste 4-5 ans au cégep parce qu'on n'était pas préparé suffisamment à pouvoir prendre des décisions, tu vois. Donc, moi, je pense que les parents doivent encadrer l'enfant jusqu'à la fin de l'université. Si l'enfant désire d'aller jusqu'à l'université, ou même jusqu'à la maîtrise, ou même jusqu'au doctorat, les parents doivent continuer à supporter et encadrer l'enfant dedans jusqu'à la fin de son cheminement. Au cégep, ce n'est pas le moment de les laisser tomber parce que justement, les écoles ne nous préparent pas du tout à prendre ces décisions. Je voulais rebondir sur ce qu'elle dit. Parce que quand tu dis au cégep, le problème aussi, c'est le système ici. Moi, je vais te donner un exemple. Je vais avec mon fils au cégep. Lui-même savait, comme tu dis, il ne savait pas quoi faire. Je l'amène au cégep pour qu'on discute avec les gars du cégep pour l'orienter. J'arrive, c'est moi qui ai pris les rendez-vous. J'arrive au cégep, le monsieur me regarde, il cite le nom de mon enfant. J'avance, il dit non, monsieur, il est majeur, tu peux rester dehors. Bah, là, c'est lui à qui il veut parler, il est désorienté. Mais moi qui l'accompagne, on me dit que non, mais monsieur, ton fils est majeur, on est capable de parler avec. À ce moment-là, un parent va se dire, ben, je suis devenu désuet. Mais je peux comprendre cet aspect parce que le but, c'est pas que vous influencez le choix de l'enfant. Peut-être que l'orienteur sait que quand un enfant rentre avec son parent, la plupart des choix que l'enfant peut prendre, ce n'est pas nécessairement ses choix à lui, mais ça se peut que ce soit le choix de son père. Oui. Logiquement, d'où l'importance que son père reste à l'extérieur et qu'on parle avec l'enfant. Donc l'implication du parent devait être déjà à la maison. Oui. Ne pas s'attendre à parler avec l'enfant dans l'enclos avec l'orienteur. Plutôt à la maison, bon, tu commences déjà dès la maternelle
à suivre ton enfant tout au long de son cursus scolaire, jusqu'à ce que, devant l'orienteur, ben, ça sera déjà un consensus que vous avez eu avec votre fils, et que devant l'orienteur, l'enfant va juste refléter ce que vous avez eu à discuter tout au long de sa progression à l'école. Donc, l'importance que vous soyez là dans la salle n'est pas nécessaire, en fait. Parce que si l'enfant a déjà eu des discussions avec vous, il saura quoi dire, comment faire son choix, parce qu'il a eu, tout au long de son cheminement, à discuter avec son père. Tu peux avoir raison. En même temps, ça peut être que le papa veut qu'il y ait un consensus entre le gars de l'orientation, les parents et l'enfant. On a parlé avec l'enfant à la maison, on n'est pas arrivé au même niveau, on veut que toi tu t'impliques, qu'on fasse une équipe et qu'on oriente l'enfant. Personnellement, je dirais que nous devons être très vigilants lorsque nous accompagnons les enfants, parce que nous, parents congolais, je dirais en général, nous accompagnons les enfants. Même à partir de la maison, comme vous l'avez dit, nous accompagnons les enfants. On ne les abandonne pas, on les accompagne. C'est vrai que d'autres parents doivent encore fournir l'effort, comme ce que disait Rachel, d'aller au-delà du secondaire pour comprendre, revenir sur ce que disait tonton, pour comprendre le système d'ici. Mais la nuance que je voudrais apporter, c'est que lorsque nous arrivons devant l'orienteur, et que l'orienteur me dit, par exemple, mettez-vous à l'écart, l'enfant est majeur, c'est très important pour nous, parents, de nous imposer, entre guillemets. Pas dans le sens qu'on se dit on va entrer en conflit avec la personne, non. S'imposer dans le sens que ça reste mon enfant et il est en train de s'orienter dans sa vie et c'est capital que je sois là. Donc si on ne le fait pas, l'orienteur prend en considération que c'est lui qui va dealer avec l'enfant et ça s'arrête là, non. Et moi, je le dis sur base de mon expérience personnelle, même quand les enfants sont jeunes, même quand ils grandissent, dans cette société québécoise, il nous arrive plusieurs fois de nous imposer quand il s'agit de l'éducation de nos enfants. Parce qu'ils vont vouloir, quand je dis ils, les orienteurs qui ne sont pas de notre culture, vont vouloir nous montrer que chez eux, on fait comme ça. Et ce qui n'est pas toujours vrai, parce que derrière ça, j'assume mes mots, il ne faut pas que nous perdions de vue l'aspect raciste qui existe dans le traitement de nos enfants et dans les manières de faire. Il ne faut pas qu'on le perde de vue. Ce n'est pas parce que nous voulons les condamner. Non, c'est parce que nous les vivons dans notre chair et dans notre être. Nos enfants vivent le racisme dans leur chair et dans leur être. Vous allez voir un enfant qui est déjà à l'école maternelle, ça m'est arrivé avec ma fille, on l'orientait droit vers la cuisine. Non, elle aime beaucoup faire la cuisine, donc elle est destinée à devenir cuisinière. Elle ne fait pas que ça. Elle a aussi d'autres talents. Donc, si moi, parent, je ne m'implique pas en ce moment-là, on oriente ma fille droit vers le métier de cuisinier. Ce qui n'est pas mauvais, mais ma fille n'a pas que ça. Elle a aussi d'autres talents. Donc, quand j'arrive au niveau du secondaire 5, et que mon enfant doit prendre la décision sur quel cégep s'orienter, ce qu'il doit faire. Oui, moi, en tant que parent, je dois comprendre le système, mais je dois être là quand l'orienteur discute avec mon enfant. Il me dit que non, je ne peux pas, vous ne pouvez pas, il est majeur. Je sais qu'il est majeur, mais il reste que c'est un moment capital pour sa vie où il doit s'orienter. Et moi, en tant que parent, je l'accompagne dans cette orientation de la même manière que vous le faites. Donc, nous allons être à 3 à discuter sur ça. Je m'impose. Oui. Moi, avec mon enfant, c'était la même chose. Parce que moi, on me dit, ah, voilà. Et évidemment, moi, j'ai porté un enfant autiste. Et aujourd'hui, si je vous le présente comme ça, c'est très difficile que vous puissiez voir que cet enfant est autiste. Parce que dès le départ, le système canadien a déterminé comment sont les enfants autistes. Ils ont l'air dingues. Ils ont l'air bêtes, mongols. Ils ont l'air qu'ils ne peuvent rien faire. Moi, j'ai refusé que mon enfant soit ce prototype-là établi par la société. Et je me suis battue avec mon mari et ma famille pour que notre enfant soit un enfant normal. Et donc, tout au long de son parcours, il est rendu à 9 ans, tout au long de son parcours, il a fallu qu'on prenne des décisions pour qu'on remette l'enfant dans un
Dans un cursus normal. Dans un cursus qui va lui permettre de fonctionner normalement dans la société. Donc, il y a énormément de décisions prises par des médecins d'abord, qui ne pouvaient pas aider l'enfant à sortir de cette bulle. Et nous, parents, nous avons dit non. Au point où les médecins eux-mêmes, ils se référaient à nous pour nous dire comment vous avez fait. Est-ce que vous comprenez? Un médecin qui vous dit qu'est-ce que vous avez consulté, comment vous avez, sur quel régime alimentaire vous avez mis l'enfant pour que l'enfant soit ce qu'il est. Le médecin lui-même est dépassé. Alors que quand on arrivait avec l'enfant, le médecin nous disait il ne parlera jamais, il fera jamais ceci, il fera jamais cela. On a dit non, ça ne se passera pas comme ça. Donc, dans cette société-ci, nous, Africains, particulièrement les Congolais, nous avons cette obligation de prendre cette posture qui va dire et à l'orienteur et à notre enfant que je reste là au milieu pour accompagner l'enfant. Dans ce sens-là, je donnerai raison à Rachel quand elle dit une part des parents ne fait pas ce travail jusqu'au bout. Et de l'autre côté, il y en a beaucoup qui pensent encore dans le système congolais où c'est l'école qui prend tout en charge. Non, ici, l'implication réelle des parents doit entrer en jeu. Je vais juste rajouter, rebondir ce que tonton disait et puis Nelson disait aussi, c'est que oui, même si l'enfant est majeur, il est majeur sur papier. Papier, voilà. Ça ne veut pas nécessairement dire parce qu'il est majeur qu'il est capable de prendre des décisions compliquées de la vie. Est-ce que je veux devenir médecin? Est-ce que je veux devenir ingénieur? Est-ce que je vais devenir pâtissier? Non, pas nécessairement. Ouais. Des fois même, on ne sait pas à 18 ans exactement qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas. Si tu vas au secondaire aujourd'hui, tu demandes à un jeune de secondaire 5, qu'est-ce que tu aimes dans la vie, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans la vie. Demain, ça va être ci, aujourd'hui, ça va être ça va changer. Ils sont en train de se découvrir. Et à ce moment-là, lorsque tu disais l'implication du parent ou la présence du parent n'est pas nécessaire avec l'orienteur, au contraire, parce que lorsque tu rencontres un orienteur, c'est là que tu poses des questions. C'est ça. Au niveau du collège, c'est comment? Au niveau de tel groupe, nanana. Oh, mais tu sais, il est bon dans ça ou ça ou ça. Est-ce qu'on pourrait regarder peut-être d'autres programmes qui pourraient peut-être l'intéresser? Oui. Ensuite, après, à l'université, s'il fait sciences humaines, qui est tellement large, à l'université, vers quoi il pourrait s'orienter? C'est même une opportunité, justement, pour le parent lui-même d'apprendre, justement, comment le programme d'éducation fonctionne. Parce que lui, c'est un professionnel, non seulement qui va donner les bonnes informations à mon enfant, mais ça va aussi me permettre, moi, en tant que parent, de comprendre, de m'orienter. Et ensuite, à la maison, on rebondit sur qu'est-ce qu'on a pu discuter avec l'orienteur. Moi, j'ai grandi avec un papa qui est studieux, il a fait des études élevé. Donc, lui, ça a toujours été son truc. Je veux que mes enfants me dépassent. Qu'ils fassent des plus grandes études que moi. C'est comme ça. Donc là... Nous autres aussi, nos parents nous disaient ça. Voilà. J'imagine, c'est ça qui leur disait. À l'université, il faut que... Donc, moi, mon père m'a beaucoup élevée en étant indépendante et en prenant mes propres décisions. Fait que lui, dans sa tête, il se disait, quand elle va prendre des choix pour le cégep, ça veut dire qu'elle y a réfléchi et qu'elle a pris la meilleure des décisions. C'est là où ce sont les erreurs. Alors que moi, c'était l'embrouillement total. Je dis, mais j'ai grandi avec un père qui était tellement sur mon dos, etc. Et puis maintenant, je suis laissée à moi-même. Donc, mon père ne m'a pas accompagnée à aller rencontrer l'orienteur, etc. Non, moi, j'ai fait mes recherches. J'ai dit, voilà, c'est sur ça que je suis tombée. Il m'a dit, ça m'étonne, je ne t'aurais pas vu là-dedans. Tu sais, je te rappelle, dans la vidéo, il m'avait dit impresario, je ne sais même pas qu'est-ce que c'est. Mais parce qu'il me faisait tellement confiance dans mes choix qu'il n'a pas pris cette peine-là de réellement m'asseoir et dire, est-ce que tu es sûr? Voici comment ça fonctionne, nanani, nanana, nanana, tu vois. Ben, donc, des fois aussi, les parents peuvent avoir trop cette confiance-là sur les choix de leurs enfants et tout. Donc, mais ton père, tu dis que il a toujours été derrière ton dos, c'est ça? C'est ce que je disais. Ça veut dire que c'est un travail qui a commencé depuis le début, tu vois. Il n'a pas eu besoin de t'accompagner chez l'orienteur parce qu'il sait que je peux te faire confiance, c'est ce que je dis. Donc, il t'a suivi tout au long de ton cursus. Il sait qu'à un moment donné, je peux te laisser. Parce que quand tu rencontres l'orienteur, c'est pas plus de 30 minutes, 1 heure. Et l'orienteur ne va pas changer tout ce que ton père t'a appris depuis le début en 30 minutes.
Mais c'est ça que je suis en train de dire, en fait. Lui, il n'a pas senti ce besoin-là, mais moi, j'avais ce besoin-là qu'il puisse m'accompagner jusqu'à la fin. Et c'est aussi les erreurs, que nous commettons en tant que parents, parce que quand on voit que l'enfant grandit, on voit comment elle raisonne, on se dit « celle-là, elle est grande » ou « celui-là, il est grand, il peut voler sur ses propres ailes ». Nous faisons ces erreurs. Alors que 18, 20, 21, 22, 23, même quand on est rendu à un certain âge, 30 ans, on a toujours besoin d'un repère ou d'une oreille ou d'un autre point de vue. Souvent, nous sommes... Moi, je mettrais ça un peu sous le dos du rythme de vie qu'on a. On est accaparé parfois, je dirais peut-être par d'autres soucis qui font que, une fois qu'on sent qu'un enfant commence à voler sur ses propres ailes, on a tendance, on a tendance à dire bon, fini. Alors que l'enfant est la cible, c'est à cet âge-là que l'enfant est la cible de la société qui l'entoure. L'enfant est la cible beaucoup de sollicitations. D'une société qui ne la prépare pas à assumer ses responsabilités. Et moi, je reviens toujours sur cet aspect que nous ne sommes pas chez nous, nous sommes des Noirs. On ne doit presque jamais le perdre de vue parce que nos enfants ne seront pas orientés comme tous les autres enfants. Les autres s'en fichent. Comme on dit ici, ils s'en colissent. Donc, c'est à nous maintenant de penser que mon enfant est seul. Elle prend cette décision. Moi, ce côté-là, je vais te rejoindre parce que je pense que c'est quelque chose que nous devons développer. Ne pas croire que l'enfant connaît tout. À 23 ans, 24 ans, une enfant ne connaît, une fille, un homme, un garçon ne connaît presque jamais tout.